Nous avons vu dans la partie 1 de devoir comment est-ce qu'on peut visualiser les courbes théoriques que nous avons examinées dans le cours. Maintenant, on passe dans la deuxième partie, dans le laboratoire virtuel, où on aimerait voir au laboratoire qu'est-ce qu'on peut faire pour voir la performance d'une format de modulation avancée. Donc, dans le devoir 1, nous avons vu une modulation binaire et maintenant, nous allons aborder les modulations QAM, donc en 2 dimensions. Pour voir la performance, nous allons passer à une autre métrique qui est la Error Vector Magnitude ou EVM. Et je vais expliquer pourquoi cette métrique est intéressante pour voir la performance. Donc, la règle d'or, c'est la probabilité d'erreur. Donc, il est possible d'acheter au laboratoire un appareil pour mesurer le taux d'erreur. Le BER, le BERT ou Bit Error Rate Tester, il y a plusieurs composants. Voici un schéma en bloc pour un système typique. Donc, nous allons avoir une partie qui correspond au transmetteur. Par exemple, ici, nous allons générer les données. Ici, c'est le système que j'aimerais examiner. Donc, ici sera le vrai transmetteur, le vrai antenne au fil, au fibre, la connexion, et le récepteur et la méthode de détection. Donc, ici, c'est comme d'être côté récepteur que nous allons voir si on avait eu des erreurs ou non. Donc, ici, c'est les données au transmetteur. Ici, c'est le système qui comprend la partie physique des transmetteurs, canal et récepteur. Et ici, au récepteur, nous faisons la détection d'erreurs. Donc, pour le faire, il y a une connexion entre les deux parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui était envoyé pour voir s'il y avait une erreur. Donc, on a une horloge centrale qui contrôle les deux pour éviter les problèmes de synchronisation. Ça se peut qu'on brise cette connexion et on teste le système de synchronisation, ça se peut. Mais l'important est que nous avons un patron des données qui sont transmises qui est connu au récepteur. Donc, ici, nous allons transmettre qu'est-ce qu'on appelle une PRBS, Pseudo-Random Binary Sequence, donc une séquence de données qui a l'air aléatoire, mais qui en réalité, il y a une certaine structure. Une structure qu'on peut exploiter pour avoir une synchronisation si jamais on ne partage pas l'horloge. Mais même si on partage l'horloge, comme on fait dans le diagramme ici, c'est quand même un signal qui a l'air aléatoire. Donc, une séquence qui est moitié 0 et 1, jamais des longues suites de 1, 0 et 1, donc ça a l'air aléatoire. Et c'est ça que nous pouvons utiliser pour mesurer le taux d'erreur. Donc, il y a une certaine partie de synchronisation qu'il faut que le système fait pour voir si le taux d'erreur est vraiment le meilleur qu'il peut être. Par exemple, supposons qu'on ne fait pas la synchronisation ici. On a plutôt l'horloge qui connecte les deux et le transmetteur-récepteur, ça va juste donner les signaux ici qui n'est pas nécessairement déjà formaté. Donc, on a vu l'importance toujours, les données sont connues au récepteur. Si c'est un patron qui est envoyé, je sais quel patron a été envoyé. Il n'est pas vraiment aléatoire, c'est pseudo-aléatoire. Donc, étant donné qu'il n'est pas aléatoire, je peux connaître c'est quoi la séquence au récepteur, donc je peux compter les erreurs. Je sais c'est ce qui est envoyé. Je prends la décision selon le critère maximiser la probabilité a posteriori, mais en tout cas, je fais des décisions et ces décisions, je check pour voir si j'ai fait une erreur et je peux l'afficher. Voici le diagramme de l'œil que nous avons vu dans le devoir 1 pour le cas binaire. Pour le cas binaire, le diagramme de l'œil était un bon outil pour avoir une manière de quantifier la qualité d'un signal, même s'il n'était pas la quantification optimale, le taux d'erreur. On a vu dans le diagramme de l'œil qu'on était capable de décider c'était quoi le meilleur temps d'échantillonnage. Donc, on a cherché la plus grande ouverture de l'œil et on a dit ça, c'est le moment où je dois échantillonner. Et on a pris cette ouverture de l'œil et on a divisé en deux pour mettre le seuil optimal pour prendre une décision pour le binaire.
Donc, dans une BERT, il faut qu'il fasse la même chose, mais n'utilise pas le diagramme de l'œil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un balayage. Donc, il va essayer ici, en l'axe de X, sont différents temps d'échantillonnage. Et sur la partie en Y, nous avons différents seuils pour la détection. Et nous allons mesurer le BUR pour chacun de ces choix de temps d'échantillonnage et seuil, et nous allons simplement voir où est-ce qu'il est minimisé. Donc, par exemple, ici, l'axe de X, comme j'ai dit, c'est le temps d'échantillonnage. L'axe de Y, c'est le seuil. Et nous allons trouver une place pour ces valeurs où le BUR est vraiment minimisé. Et souvent, c'est plusieurs valeurs, une tolérance qui c'est plus ou moins la même performance. Par exemple, ici, ça peut être le critère d'avoir 10 à la moins 12, donc un très, très basse niveau de taux d'erreur dans les situations précises. Donc, c'est ça la méthode utilisée dans un bit array tester. Mais c'est un appareil qui est très cher. Donc, même qu'il est possible de faire cette mesure au laboratoire, ça se peut que nous n'avons pas cet appareil disponible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un simple oscilloscope pour les modulations avancées, comme QAM, pour mesurer la performance, quantifier la performance du système quand nous n'avons pas accès à cet appareil? Quand nous parlons avec un oscilloscope n'aura pas d'informations sur les données envoyées. Donc, le récepteur n'aura pas cette information disponible. Ici, c'est un appareil avec synchronisation où elle est faite pour travailler ensemble. Mais un oscilloscope n'est pas fait de cette façon. Donc, pour l'oscilloscope, on ne sait pas les données envoyées. Donc, nous allons utiliser à ce moment-là un critère qui appelle, comme j'ai dit, le Error Vector Magnitude, EVM. Donc, on prend l'exemple de QAM, et ici, c'est 16 QAM que nous allons utiliser pour illustrer l'idée, comment est-ce qu'on peut mesurer le EVM. Donc, ça, c'est une constellation typique à la réception. Donc, on n'a pas une seule point, on n'a pas 16 points, on a des comme un nuage autour d'un point. Donc, ici sont affichés tous les points, les signaux qui étaient reçus dans l'espace du signal, l'espace EQ. Donc, tous les points qui étaient reçus sont ici, mais on peut voir comment ils sont regroupés, sont proches des points. Donc, qu'est-ce que nous allons poser comme question? Je vois un ensemble ici qui est comme centré sur un point sur le 16 coins. Donc, ça, c'est ce qui était reçu. Supposons que je prends une décision. Si celui-là est plus proche de ce point-là, je vais supposer qu'il était le vrai point. Donc, je vais choisir le plus proche. C'est ça que tous nos récepteurs vont faire. Ils vont choisir comme symbole le symbole le plus proche. Mais supposons que le vrai symbole était ici, mais le bruit a causé ce point-là de virer dans un autre sens. Donc, ça se peut que je me trompe. Mais pour le EVM, nous allons faire l'hypothèse que le plus proche est valide, si on veut, était vraiment envoyé. Donc, hypothèse, le symbole plus proche est certain le symbole envoyé. Pas nécessairement le cas, mais c'est l'hypothèse que nous utilisons pour notre calcul de l'EVM. Donc, on va supposer qu'il y a un point au centre qui est le vrai point. Okay? Donc, j'ai le vrai point dans la constellation. Donc, j'appelle ça vrai. Et voici le point bleu qui était reçu. Et il y a un nuage autour du vrai point, mais ce point reçu est plus proche de ce point-là. Et je peux dire que cette flèche en blanc est comme le vecteur d'erreur. Donc, c'est le bruit, c'est le vecteur de bruit qui a causé le point vrai d'être déplacé plutôt vers le point reçu. Donc, nous allons dire qu'il y a un composant en I, un composant en Q, donc une partie en phase, une partie en quadrature, qui sont les composants qui, ensemble, font le vecteur d'erreur ou le vecteur de bruit. Donc, error vector magnitude
Donc ici, c'est le vecteur d'erreur. Et la magnitude, bien sûr, c'est la longueur de ce vecteur. Mais il n'y a pas un seul vecteur, il y a plusieurs, parce que j'ai des nuages autour de chacun des points. Donc, je vais faire pour chacun de ces points qui est dans la constellation de signal reçu, je vais mesurer la longueur de ce vecteur. Après ça, je vais chercher la moyenne sur tous les points dans la constellation. Donc, je vais faire la somme, n sur le nombre de points qui sont examinés. Je trouve la valeur moyenne et je vais le normaliser par les distances plus distantes. Donc, c'est un facteur de normalisation qui nous donne les unités en pourcentage. Donc, le EVM va être mesuré en pourcentage de EVM. Donc, le plus grand symbole, ça va varier de 16 QAM, QPSK, 64 QAM. Donc, ça va normaliser pour avoir un chiffre qu'on peut comparer entre les systèmes. Donc, ici encore, la constellation des signaux reçus. Plus que le EVM est petit, cette constellation va être très compacte, peu de bruit. Donc, on appelle ça un scatterplot, c'est le nom utilisé en MATLAB pour la commande pour afficher. Donc, en MATLAB, si j'ai le signal reçu qui était un signal qui était envoyé, qui était 16 QAM, et j'affiche avec scatterplot au moment d'échantillonnage, c'est quoi le composant I et Q, j'aurai une graphique similaire à ça. Et plus que les nuages sont compacts, c'est comme une indication de meilleure qualité. Donc, le EVM, c'est une manière de quantifier à quel point est-ce que ces nuages sont compacts ou grands. Donc, pour le BUR, nous savons les vrais bits. Donc, à ce moment-là, on peut faire la détection et comparer les bits reçus, les bits transmis. Pour le EVM, nous n'avons pas accès aux vrais bits. Donc, on fait plutôt l'hypothèse que les symboles ne sont pas erronés, que chaque symbole est le vrai symbole, chaque signal était vraiment le symbole le plus proche qui était envoyé. Donc, c'est certain que c'est quantitatif parce que je vais arriver à un chiffre. Je vais quantifier, je vais compter la moyenne, normaliser, mais l'hypothèse est qu'il n'y a pas d'erreur. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des erreurs? Donc, j'aimerais prendre le EVM et avoir une interprétation qui est basée sur le BUR. Donc, si le signal est bon, s'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, ça doit avoir une correspondance très forte entre le EVM et le BUR. Ici, il y a très, très peu d'erreurs. Nous sommes dans la région de BUR de 10 à la moins 7, 10 à la moins 10. Mais à ce moment-là, ça doit être quand même une bonne indication. Mais si nous sommes dans une région où le BUR est très élevé, à ce moment-là, peut-être l'EVM n'est pas aussi utile parce que l'hypothèse qu'il n'y a pas d'erreur est une hypothèse trop forte. Donc, nous allons voir ça, comment est-ce que cet point d'opération pour le taux d'erreur, comment ça va influencer. Donc, en général, il y a une correspondance entre le EVM et le bruit, le rapport signal à bruit. C'est normal. Comme je dis, quand il y a très peu de bruit, le nuage est très petit. Quand il y a plus de bruit, il est plus grand. Quand je vais mesurer le EVM, c'est un chiffre qui nous donne la taille du nuage autour de le vrai symbole. Cette taille, mais elle est influencée par le bruit. Donc, la relation exacte entre les deux, est-ce que le EVM est plus ou moins 1 sur la racine carrée du rapport signal à bruit. Donc, encore une fois, le EVM est sur l'hypothèse qu'il est le vrai symbole. Mais certain que des fois, il y aura un point qui a été déplacé en haut de seuil et nous allons supposer qu'il était ce symbole, ce n'est pas vrai. Donc, c'est un peu optimiste parce que ça suppose qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, en supposant, ça, c'est la relation que nous arrivons à avoir entre l'EVM et le SNR. Donc, voici une graphique de EVM en pourcentage versus le SNR en dB.
On commence juste avec la courbe qui est la courbe de EVM égale à 1 sur la racine carrée de rapport signal à bruit. Donc, en supposant que ce n'était pas plus ou moins, mais était vraiment exact, on aura cette relation, cette courbe. Maintenant, je vais afficher une deuxième courbe qui est une EVM avec connaissance de données. Qu'est-ce que je veux dire avec connaissance de données? Normalement, le récepteur qui utilise l'EVM ne connaît pas le données envoyées. Mais supposons qu'ici, c'est le vrai, un vrai point. Ici, c'est un autre vrai point. Et que nous avons plusieurs points qui étaient reçus. Et qu'il y avait un ici qui est plus proche du point ici. Mais finalement, avec ma connaissance de données, je sais qu'il n'était pas vraiment le plus proche qui était envoyé, mais était plutôt celui-là. Donc ici, quand je calcule EVM pour ce point en vert, je vais calculer la distance longue comme il doit être. Parce qu'il n'est pas court comme celui-là, parce que je sais que le vrai était envoyé. Donc, si je fais ce calcul où je sais c'est quoi la vraie valeur, j'ai cette deuxième courbe-là. Donc, on peut voir que cette relation de 1 sur la racine carrée de rapport signal à bruit, c'est une bonne description de EVM quand j'ai cette connaissance. Donc, maintenant, je vais afficher le EVM sans connaissance. Donc, quand je vais calculer, pas c'est ce qui est vu ici, mais malgré le fait qu'il vienne de points plus loin, je vais juste mesurer le EVM comme s'il était plus court, qui n'est pas vrai. Donc, ici, c'est affiché pour différents formats de modulation, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM. Donc, le plus proche, c'est le BPSK. Et on voit ici, verto, le 64 QAM. Donc, c'est ça qui est utilisé dans votre logiciel de VSA que vous allez utiliser pour le devoir. C'est ce qui n'est pas de connaissance, donc il va toujours utiliser le plus court. Donc, on peut voir que plus que le format de modulation est plus grand, plus que nous avons une déviation, une différence entre le EVM qui est mesuré et cette relation de 1 sur la racine carrée de rapport signal à bruit. Donc, pour le BPSK, par exemple, le EVM et ce rapport avec SNR, c'est très, très similaire. Ici, quand c'est plus grand, il y a une différence, et cette différence plus importante avec 16 QAM, 64 QAM. Mais aussi, c'est pour le SNR qui est très basse, que la différence est très prononcée. Quand nous avons un SNR qui avance, un SNR qui est plus grand, à ce point-là, toutes les courbes vont approcher la courbe théorique de 1 sur le rapport signal à bruit. Ça veut dire que dans les régions où le SNR est faible, cette différence arrive souvent. Et pour cette raison, cette relation idéale n'est pas utile parce qu'elle n'est pas vraie. Mais quand nous avons des nuages qui sont compacts parce que le bruit est plus faible, à ce moment-là, l'hypothèse, ça va arriver très, très peu que nous mesurons une distance courte versus une vraie distance plus longue. À ce moment-là, les courbes théoriques et les courbes mesurées au laboratoire vont approcher. Pourquoi est-ce qu'il est utile? Parce qu'à ce moment-là, le EVM va nous donner comme une indication de rapport signal à bruit. Donc, le EVM va être un indicateur de SNR. Donc, en mesurant le EVM de cette façon-là, je vais avoir l'information sur le rapport signal à bruit. Donc, ça va être très utile. Donc, c'est pour ça que nous allons utiliser le EVM, pas dans la région où le SNR est faible, mais nous allons l'utiliser où le SNR est fort. Parce que c'est un outil qui va nous permettre malgré qu'il est fort, il n'est pas parfait, et le EVM, la mesure de la taille de ce nuage, va nous permettre d'avoir une bonne estimée de taux d'erreur à partir de EVM.
Donc, encore une fois, la raison pour laquelle ça ne marche pas ici pour les basses, pour le signal de rapport signal-abri qui n'est pas très fort, c'est parce qu'il est trop optimiste. Qu'on mesure les choses courtes quand je dois mesurer les choses longues. Dans le devoir, nous allons supposer que nous sommes dans cette région-là. Dans le devoir, nous allons examiner que les SNR qui sont intéressants. Donc, nous sommes dans le régime où cette relation est une bonne approximation. Donc, dans le logiciel de VSA, elle va afficher le EVM. Vous allez voir le EVM affiché en pourcentage, mais le VSA va aussi estimer le SNR. Donc, il va utiliser un peu la relation que j'ai montrée tantôt avec peut-être une petite différence de normalisation, mais quand même, l'idée est pas mal la même. Donc, il va afficher aussi une SNR qui est déterminée par cette mesure. Donc, vous allez voir dans le devoir afficher le EVM et l'estimé de SNR à partir de EVM.